Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez décapant. Il s'agit d'une réponse, ou plutôt d'un stress test, à une thèse économique qui circule beaucoup en ce moment. Une thèse assez sombre sur l'impact de l'intelligence artificielle. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que la source qu'on a, la note de ce conseiller stratégique, eh bien, il ne rejette pas tout. Non, au contraire, il reconnaît la cohérence de la thèse de base, mais il y détecte ce qu'il appelle un biais de catastrophisme linéaire. C'est ça. Son idée, c'est que le système ne va pas juste s'effondrer passivement. Il utilise une image très forte, il dit « c'est un animal qui veut survivre ». Et cet animal, c'est l'État, le système financier, tout l'édifice actuel en fait. Exactement. Notre mission ici, c'est donc de décortiquer cette contre-analyse. On va regarder comment elle démonte 3 piliers de la thèse originale pour en extraire une stratégie corrigée. Une stratégie de survie peut-être. Un animal qui se défend. J'aime beaucoup l'image. Alors, allons-y. Commençons par le premier terrain de chasse, l'argent, les impôts. La note appelle ça le paradoxe de la productivité mortelle. Voilà. Alors, si je résume, la critique est d'accord avec le point de départ. Notre modèle fiscal est complètement à la ramasse. Totalement dépassé, oui. On a le travail humain qui est taxé à 45-50% en moyenne, et il se fait remplacer par du capital logiciel, de l'IA, dont les profits sont taxés à 25%. Quand ils le sont. Et qu'ils ne sont pas logés dans un paradis fiscal, bien sûr. Du coup, mécaniquement, les recettes de l'État s'effondrent. C'est mathématique. Le constat est partagé, là-dessus tout le monde est d'accord. Mais c'est sur la conséquence que les deux thèses divergent radicalement. La thèse initiale, la version catastrophiste, elle ne voit qu'une seule issue, la planche à billets. Donc, pour combler le trou, hyperinflation. Et c'est là que notre note parle d'angle mort. Un angle mort, c'est-à-dire C'est-à-dire que ça sous-estime complètement la nature de cet animal qui veut survivre. L'État, avant de laisser sa monnaie se transformer en papier peint, il va utiliser ce que la note appelle sa capacité de prédation. sa capacité de prédation. Il va tout simplement changer les règles du jeu pour aller chercher l'argent là où il se trouve. L'idée qu'il resterait les bras croisés est jugée, un peu naïve. Et ça ressemble à quoi, concrètement, cette prédation? J'imagine que la note donne des exemples. Ah oui, des exemples très précis. Le premier, le plus simple, une augmentation massive de la TVA. Logique. C'est l'impôt parfait dans ce contexte. Il taxe la consommation, peu importe que le revenu vienne du travail ou d'un capital algorithmique. D'accord, mais ça peut pas suffire à tout compenser, si. Non. Alors, on passe au niveau supérieur. Création de taxes complètement nouvelles. Par exemple, sur les flux de données. Ou, encore plus direct, une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises. Ah oui, là on ignore complètement la notion de bénéfice qui est si facile à manipuler. Exactement. On ne taxe plus le profit, on taxe l'activité elle-même. Et puis, il y a la dernière étape, la plus dure. La répression financière. J'avoue que les termes font un peu froid dans le dos. On parle de quoi là? Saisie de l'épargne? Ça peut aller jusque-là. Mais avant ça, fin du contrôle des capitaux pour empêcher les fuites. On a vu ça à Chypre, en Argentine. C'est déjà arrivé? Malheureusement, oui. L'histoire financière est pleine de ces moments. L'interdiction de la possession d'or pour les citoyens, par exemple. Comme aux États-Unis sous Roosevelt en 1933. Quant à la ponction sur les comptes, l'Italie l'a fait en 1992. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des outils de dernier recours quand l'animal est acculé. D'accord, je vois. Donc la première correction stratégique, elle est énorme. Il ne s'agit pas seulement de se protéger de l'hyperinflation où ton argent liquide ne vaut plus rien. Non. Il faut surtout se préparer à ce que la note appelle une fiscalité confiscatoire. Le message, c'est que l'État tentera de vider les poches de ceux qui ont un patrimoine avant de faire faillite. C'est exactement ça. La survie de l'institution prime sur le patrimoine des individus. C'est un point clé. D'accord, donc l'État ne se laissera pas faire fiscalement, mais cette adaptation, cette prédation, elle doit avoir des conséquences terribles sur les marchés. La thèse originale parlait d'un grand effondrement, mais la critique propose une vision plus fragmentée, non? Oui, et c'est le deuxième point, le crash séquentiel. Et là, c'est intéressant, la note juge l'intuition de départ tactiquement excellente. Ah, L'idée, c'est pas un grand soir du crash, un effondrement général, mais plutôt une série de dominos qui tombent, secteur par secteur. avec cet exemple très parlant du SaaS B2B, intermédiaire, qualifié de mort-vivant. Tous ces logiciels qui font le pont entre deux tâches humaines et qui vont devenir obsolètes parce qu'une IA fera tout d'un coup. C'est une vision très fine. Et la critique la valide. Mais, et c'est un grand mais, elle pointe un piège mental. Un piège mental. Oui, la conclusion de la thèse originale est simple.
Face à ces crashs qui s'annoncent, il faut sortir des marchés, tout vendre et attendre que ça passe. Et ça, la note dit que c'est une erreur potentiellement fatale. Alors ça me paraît contre-intuitif. Si on anticipe des crashs, même séquentiels, la logique la plus simple, c'est de se mettre à l'abri, non? Qu'est-ce que cette logique rate? Elle rate le fait que, même dans un tremblement de terre, certains immeubles sont conçus pour tenir, et même pour prospérer. Elle rate la bulle spéculative la plus importante de cette nouvelle ère, celle des vendeurs de pelles. L'analogie de la ruée vers l'or. Exactement. Pendant la conquête de l'Ouest, les plus grosses fortunes n'ont pas été faites par les chercheurs d'or, mais par ceux qui leur vendaient les pelles, les pioches, les jeans. Lévi-Strauss? Lévi-Strauss, parfait exemple. Et la transposition aujourd'hui, elle est limpide. Les vendeurs de pelles de l'IA, ce sont les entreprises qui fournissent l'infrastructure indispensable. Et la note en liste, je crois. Oui, 4 piliers. 1. L'énergie, parce que les IA sont des monstres de consommation électrique. 2. Les data centers, le foncier du monde numérique. 3. Le hardware, les puces de NVIDIA et compagnie. Et 4. La cybersécurité, pour protéger tout ça. L'argument est que ces entreprises pourraient devenir des trous noirs aspirant toute la valeur mondiale. Et c'est là que la critique devient vraiment brutale. Je relis la phrase, elle m'a marquée. Vendre les actions de ces géants de l'infrastructure serait un suicide financier par omission. C'est une affirmation incroyablement forte. Ça va à l'encontre de toute la prudence habituelle. C'est une inversion totale. Au lieu de fuir le risque, il faudrait l'embrasser, mais de manière très ciblée. Identifier les monopoles de demain et s'y exposer, même si tout le reste du marché s'effondre. La note rappelle Keynes. Le marché peut rester irrationnel bien plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Tenter de timer la sortie, c'est un pari de fou. D'accord. On a donc un État prédateur, des marchés en pleine recomposition. Ça change tout pour le capital, mais quid du capital humain? De nous, de nos compétences? C'est le troisième point que la note qualifie de point le plus critique et le plus vrai de la thèse originale. Oui, la vallée de la mort des compétences. Et là, j'ai l'impression que le diagnostic est partagé. Totalement. L'accord est total sur le constat. C'est une observation fondamentale sur la manière dont on apprend. On acquiert une compétence réelle par la friction, l'effort, la répétition, l'échec. C'est en se trompant qu'on apprend, en fait. Exactement. Or, l'IA, par définition, est conçue pour supprimer cette friction. Elle donne la bonne réponse tout de suite. La conclusion est assez glaçante. Nous n'allons plus apprendre de la même manière. Féodalité cognitive. Quand j'ai lu ce terme dans la note, il m'a vraiment marqué. L'image est terrible, mais elle est tellement parlante. On imagine tout de suite cette tour d'ivoire avec quelques grands maîtres, ceux qui ont appris avant en se frottant au réel. Et en bas, une masse d'opérateurs de prompt assistés. Des gens qui savent utiliser l'outil, mais sans la connaissance profonde de la matière, sans le jugement critique. C'est ça. C'est exactement ça. Mais face à ce constat très sombre, la note opère un retournement fascinant. Elle identifie une opportunité, un espace qui restera, par essence, purement humain. Lequel? Elle affirme que dans ce nouveau monde, la denrée la plus rare et donc la plus précieuse, ce ne sera pas l'intelligence, ça deviendra une commodité, mais la responsabilité. Ah oui, avec cette phrase qui résume tout. L'IA ne peut pas aller en prison. L'IA ne peut pas signer un plan d'architecte engageant sa garantie décennale. C'est ça, la clé. La machine ne peut pas assumer les conséquences. C'est le point de rupture. La correction stratégique est donc de ne pas viser à devenir un expert senior qui sait tout, puisque l'IA saura toujours plus. Il faut viser à devenir celui qui prend le risque final. Celui qui engage son nom, sa réputation, son assurance professionnelle. La signature en bas du document, voilà ce qui vaudra de l'or. Donc le savoir-faire sera démultiplié par la machine, mais la responsabilité, elle restera humaine. Par essence. D'accord. Alors, si on met tout ça bout à bout, l'image d'un simple effondrement, ce que la note appelle un peu crûment le doomer porn, semble trop simple. La réalité qu'elle dessine est une mutation, quelque chose de plus étrange, de plus cyberpunk. Oui, une sorte de technocratie qui fonctionne mais qui est hyper inégalitaire. C'est le cœur de la critique. Et dans ce scénario de mutation, la stratégie de repli de base que la note résume par la formule or plus jardinage devient une voie expresse vers la marginalisation. On se met en dehors d'un système qui, lui, continue de tourner. Mais sans vous, et de manière beaucoup plus efficace qu'avant. D'où un plan d'action corrigé, qualifié de brutal et priorisé. Alors concrètement, on fait quoi? On commence par le patrimoine, j'imagine. Oui, et le changement est radical. Fini l'idée de tout sortir. À la place, la note propose la stratégie barbell.
l'haltère. L'haltère. L'image est simple, on charge les deux extrémités de la barre et on laisse le milieu vide. Il faut s'exposer aux deux extrêmes du spectre du risque. D'accord, alors décortiquons cet haltère. Le premier côté, le sécuritaire. C'est 40 à 60% du portefeuille. Et là, on rejoint la thèse de base, du lore physique, pas du papier. Des terres, de l'immobilier mais non urbain, jugé plus résilient. C'est l'assurance vie, la base de la pyramide. Et à l'autre bout de la barre, Le poids spéculatif, c'est 20 à 30%. et là, ce sont les actions des fameux vendeurs de pelles. Les monopoles de l'infrastructure IA, énergie, puces, cloud. La logique, c'est que si le système mute, ces entreprises ne sont plus des entreprises, ce sont les nouveaux États-nations de l'ère numérique. Il faut en être citoyen, donc actionnaire. C'est l'idée. Le reste, 10 à 30% en liquidité. Mais pas pour attendre la fin du monde. Pour être agile et saisir les opportunités pendant les fameux crashs sectoriels. C'est clair pour le patrimoine. Et pour la carrière, comment on évite de devenir un simple opérateur de prompt? C'est le deuxième volet du plan FI. La fuite vers le tangible ou le high stakes, le haut enjeu. Il y a deux options. Option A, le high touch. Devenir un artisan d'élite, viser l'excellence absolue pour une clientèle très riche, la seule qui payera encore une prime énorme pour le fait main. Et l'option B? C'est celle de la barbe blanche. Devenir le méta-expert. Ce n'est plus celui qui fait, mais celui qui sait. Celui qui sait vérifier le travail de l'IA, qui sait assembler les briques qu'elle produit. Et, on y revient toujours, celui qui ose prendre la responsabilité finale. C'est le chef d'orchestre. La note insiste beaucoup sur l'urgence d'ailleurs. Le conseil est très direct. Si plus de 50% de votre métier est algorithmisable, il faut pivoter maintenant, pas dans 2 ans. Ce qui nous amène au dernier volet qui est mental. Tuer en nous le biais de normalité. Cette petite voix qui nous dit que demain ressemblera à hier. La thèse de départ parlait de 2026-2027. La critique répond que pour des métiers comme rédacteur, traducteur, l'effondrement c'est maintenant. Et la conclusion de cette partie, c'est une vraie mise au défi. Elle dit, en substance, si vous croyez vraiment à cette thèse, même amendée, vous devez agir. Vous désendetter à toute vitesse, sécuriser une autonomie de base. Sinon c'est juste une posture intellectuelle, un sujet de conversation. C'est la différence entre une opinion et une conviction prise avec les tripes. Une façon de dire, mets ton argent et tes actions là où sont tes idées. Exactement. Donc, pour résumer notre exploration, 1. Ne pas se préparer qu'à l'effondrement de la monnaie, mais d'abord à la prédation fiscale. 2. Ne pas fuir les marchés, mais adopter cette stratégie altère. Et 3. Dans sa carrière, ne plus viser seulement le savoir-faire, mais la responsabilité. C'est une excellente synthèse. Et ça laisse une dernière question en suspens, une question directement tirée de la conclusion de la note. C'est un vrai dilemme à méditer. On écoute. Imaginez le scénario suivant. L'inflation réelle explose. La valeur de l'euro, du dollar fond comme neige au soleil. Mais en même temps, les marchés boursiers, en valeur nominale, sont multipliés par 10, par 20, comme on l'a vu en Turquie ou au Venezuela. La question c'est, est-on prêt à regarder son épargne liquide se faire anéantir en restant sur la touche, ou faut-il dès maintenant acheter des actifs réels et stratégiques, même s'ils nous paraissent déjà chers aujourd'hui ?